la semaine dernière, on a semé et là, la saison avance. Fait qu'aujourd'hui, je suis encore avec Marie-Josée et on va être rendu à planter nos plantes là, de jardin. Peut-être qu'avant de planter, on pourrait parler un peu de la terre, Chantal, parce que ici, comme pour les semences, c'est important lorsqu'on est en bac de prévoir une terre qui est composée de suffisamment de nutriments pour que la plante ait une source de nourriture. Oui, fait qu'on met plein d'engrais chimiques, c'est ça? Non! Il y a autre chose. Les engrais chimiques, de un, on va les perdre. Hein? Malheureusement, il y en a de moins en moins sur la planète, aussi bien devenir autonome et indépendant. Puis deuxièmement, on en a une source incroyable. Le fumier a tous les engrais qu'on a besoin à l'intérieur. Oui. Le compost aussi. Oui. Donc, c'est juste deux techniques de pensée différentes. Oui. On est habitué avec les engrais de le mettre pour nourrir la plante. Oui. Tandis que lorsqu'on pense à fumier et compost, on veut nourrir le sol ouais, pour que le sol nourrisse, lui, la plante. Exactement. C'est du long terme. Ce qu'on veut, c'est que la plante ait suffisamment d'énergie pour pouvoir nous offrir des plants des fruits de tomates, par exemple. Oui. Bon, mais des plants comme un fruit de tomate, là, qui va me faire une belle grosse tomate, on s'entend que ça va demander une grande source d'énergie. Oui. Si j'ai de l'énergie dans mon sol, ça va bien aller. Si j'en ai pas, malheureusement, j'aurai quelques fruits. J'aurai seulement peut-être une ou deux tomates. C'est ça. Année après année, donc, à chaque fois que je fais une plantation en pot, c'est important de rajouter du compost ou du fumier dans mon mélange parce qu'à chaque fois que mon plant a poussé, j'ai soustrait de l'énergie au sol pour le faire pousser. Oui. Donc, je veux le remettre pour la prochaine plante. Fait qu'on retire de la terre et on complète avec du compost qu'on a. Absolument. Puis on ne la jette pas, cette terre-là, là, parce que la terre, c'est un bon soutien. C'est juste qu'on a besoin de lui donner de l'énergie à l'intérieur, des vitamines, des minéraux, des nutriments que la plante va être capable d'absorber. Oui. Quitte à la mettre, la terre, dans un bac et puis aller ajouter dans le courant de l'année votre compost dans ça, de vos pleurs de légumes et tout ça. Exactement, le mettre dans le compost, tout Exactement. Simplement. Comme les rebuts, les retailles qu'on retire tout au long de l'année, vos mauvaises herbes que vous retirez, vous pouvez enlever la tête quand elle est sur le bord de fleurir pour ne pas contaminer votre compost, mais sinon, tout le reste, on le met dans le compost. Dans le compost. Mélangé à de la vieille terre, cette terre-là va s'imprégner de la vie biologique puis elle va être dedans. Elle va redevenir une source de nutrition pour les plantes. Exactement. Donc là, on a fait ça, puis on s'est aussi assuré, pareil comme dans le cas des semis, que le pH serait bon. Dans ce cas-ci, on n'est pas plein sol. Le pH, qu'est-ce que c'est? C'est le taux d'acidité. Exactement. D'acidité. Qui est calculé par l'hydrogène. OK? Oui. Donc, plus le sol est acide ou plus le sol est alcalin, donc qui serait l'autre extrémité, moins les plantes vont être capables de se nourrir. C'est un peu comme si ils n'arrivaient pas à avoir accès à la nourriture à moins que ce pH-là soit au optimum, à leur degré optimum. Comment je fais pour savoir si mon pH est bon? Si j'ai un bac comme celui-ci, je l'ai rempli avec des terres de jardin. Des terres de jardin. Ici, là, je suis allée au Serre de l'Éden tout à l'heure, puis on m'a fourni certains produits, que ce soit de la terre de jardin qui n'a pratiquement pas de nutriments dedans, mais qui me sert de soutien. Oui. Puis moi, j'ajoute à ça un compost ou un fumier. Oui. Dans ce cas-ci, c'est parce que c'est ce produit-là qui est en spécial que j'ai utilisé. Oui. Mais on s'entend que l'important, c'est de voir les 3 chiffres, les fameux chiffres dont on a parlé l'autre jour. Oui. Le azote, phosphore, potassium, qui vont nous permettre d'avoir les meilleures productions possibles. Je veux que ce chiffre-là soit le plus élevé possible. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je prends 2 sacs de sol soutien, terre à jardin, auquel j'ajoute un sac de compost. Oui. Ça, c'est ou un sac de fumier si je n'ai pas accès à du compost. Oui. J'aime bien aussi utiliser ces produits-là à l'automne pour qu'il y ait bien le temps de se mélanger au sol pendant l'hiver avec la neige, avec l'eau qui va faire que ça va s'écouler. Oui. Les nutriments vont être prêts à recevoir les plants l'année prochaine. Oui. Mais si jamais je ne l'avais pas fait, ou si je commence en pot pour la première fois, je peux le faire là. C'est un bon moment. Quand je suis du plein sol, que je viens d'enlever une grosse partie de gazon pour mettre tout d'un coup une plantation, il faut réaliser que le sol est très pauvre. Il y a eu une monoculture dedans qui a tout vidé, le gazon, pendant très longtemps.
Puis, ou même si c'est pas très longtemps, là, ça draine l'énergie du sol. Oui. Donc, je peux pas m'attendre, si j'enlève le gazon puis que je plante un plant sans l'engraisser avec quelque chose, que je vais avoir une production. Ça peut prendre jusqu'à 3 ans pour qu'un sol devienne fertile à partir du moment où je le mets en pratique. Fait que c'est important, si vous êtes en pleine terre puis que vous débutez, de bien aérer le sol, de mettre du compost, de remettre du compost et de remettre de la terre de soutien. C'est aussi important que de planter et d'entretenir. Parce que tous les efforts que je ferai à l'avance pour m'assurer d'avoir le meilleur terreau, c'est des efforts qui vont être payants parce que je ferai moins de désherbage, j'aurai moins à payer pour engraisser, puis je vais avoir un meilleur produit à la fin, une plus grosse production, une plus grande récolte. Donc, on a parlé de la terre, on a parlé du pH, on a parlé de l'espace qui était très important. Oui. Comme on le disait tout à l'heure, on a eu un petit doute, nous, que ces plans-là peuvent être indéterminés. Oui, je suis certaine que ceux-là sont déterminés parce que c'est écrit sur mon étiquette. Exactement. En fait, j'ai une hauteur proposée sur l'étiquette et il n'y a pas écrit indéterminé. C'est toujours indiqué sur le feuillet ou vos sachets de semences. C'est toujours indiqué. Puis l'autre grande différence qu'on voit entre ces deux plans-là, c'est par rapport à la récolte. Nécessairement, l'indéterminé, il va pousser sans arrêt, il va produire tout au long de la saison. Tandis que la déterminée, si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans des champs de tomates, là, où on peut aller acheter directement du producteur, bien, vous avez remarqué que tous les plants arrivent à maturité en même temps. Et les plants sont remplis de fruits tout en même temps. C'est la grande récolte des tomates. C'est ça. Fait que moi, quand j'ai un plan indéterminé, je vais le soutenir soit avec un fil, soit avec un treillis. Oui. Quand j'ai une déterminée, là, ça va être juste un support à tomates qui va permettre le soutien, mettons, des tomates pour pas que ça casse le plant. Exactement, parce qu'évidemment, le plant a beau être puissant, là, il a beau être fort, puis pousser avec les nutriments que vous allez lui donner, il va prendre de l'ampleur dans sa tige, puis il va devenir plus solide. Il reste que si vous avez beaucoup de fruits, éventuellement, à un moment donné, si vous avez le pouce trop vert, votre plant, il risque de briser parce que vous l'avez trop... Mais ça arrive. Puis là, vous seriez déçu de voir, par exemple, une branche se casser, puis avoir... perdu 3 belles grosses tomates de et même. voilà, qui ne sont pas rendues à un vert mature, donc qui ne tourneront pas au blanc. C'est bien dommage dans ce temps-là. Donc, moi, ce que je te proposais tout à l'heure, c'est d'utiliser les gros plants, puis les utiliser en côté pour que le feuillage puisse déborder à l'extérieur. Comme ça, il ne viendra pas gêner l'intérieur. Puis, les plus petits plants, eux, on pourra les installer possiblement alentour du géranium. Ceux qui préfèrent l'ombre, comme la ciboulette, peuvent être à l'arrière. Puis, on peut mettre ça, c'est l'estragon ou... Ça, c'est... non, la lavande, c'est vrai. La lavande adore le soleil, la lumière. On pourra la mettre en avant. Parce qu'il faut considérer aussi l'ensoleillement. Puis, si vous mettez vos plants trop haut en avant, ça va faire de l'ombre à ceux qui sont en arrière. Alors, si vous plantez quelque chose qui est très haut en avant, puis que vous décidez de mettre de la salade, par exemple, en arrière, c'est parfait. Mais si vous plantez quelque chose de vraiment haut, puis que vous décidez de mettre, mon Dieu, je ne le sais pas, moi, la lavande, justement, bien, votre lavande, elle ne poussera pas à son Puis la lavande a besoin de pleine lumière pour être capable de faire son ambre florale. C'est ça. Puis, comme tu le disais, si l'ombre est trop présente, le plant va faire de l'élongation. Donc, au lieu de prendre son énergie pour produire des fruits, il va prendre son énergie pour se diriger vers la lumière. Il en a besoin pour Mon père, il dirait que ça s'étiole. Ça s'étiole, c'est l'expression courante, mais c'est de l'élongation. C'est la chimie de la plante qui fait en sorte qu'elle a besoin du soleil. Donc, elle va créer, parce que la plante est merveilleuse, elle va créer les cellules qu'elle a besoin pour grandir en longueur plutôt que de faire ses fruits. Donc, allons-y. Tu sais, l'autre jour, on parlait des plants de tomates, puis on se disait qu'il y a plusieurs façons de planter ça. Puis parfois, nos plants de tomates, lorsqu'on les a partis à la maison, on les a partis un peu trop tôt. Ils ont poussé beaucoup plus vite. C'est ça. Et puis, non, mais ça arrive à tout le monde en plus. Oui, c'est ça. Puis alors, les feuilles ont beaucoup séché aussi. C'est ça. Bon. Mais il ne faut pas se décourager. On le sait qu'on peut mettre la tige au sol, elle va créer des racines, puis elle va pouvoir repartir. Donc, si elle est vraiment maganée, là, je vais me permettre de faire mon trou. Je veux avoir au moins le même minimum. Parce que j'ai besoin que mon sol reste à la même hauteur que le collet de ma plante. Puis c'est important qu'elle respire bien. Pour pas qu'elle casse. Puis pour pas qu'elle casse, c'est ça. Puis je veux pas
La mettre trop à la surface pour que des racines se mettent à pousser par la tige, c'est du temps perdu, de l'énergie perdue pour le plant. Si mon plant était très long, magané, je pourrais me permettre de le planter couché. Oui. Hein, puis de faire en sorte que la tige est moins longue, donc il va reprendre de l'énergie. Là, j'ai dit tout à l'heure qu'on le mettrait plus près du bord puis qu'on le ferait pousser par là. Mais alors ça serait une bonne façon. Je l'ai mis suffisamment profondément pour que la surface de racines qui était présente soit distribuée partout dessous le plant. Oui. Puis ensuite de ça, bien, j'ai besoin d'aller lui mettre un soutien. Oui. Pas tout de suite, là, on pourrait attendre parce que le plant va s'ancrer, s'enraciner d'abord. Mais il va avoir besoin d'un soutien, c'est sûr et certain. C'est certain. Fait que là, si on dit, bien, mettons nos 3 plants différents de tomates, un à côté de l'autre. Bien, moi, j'irais mettre lui parce que je ne sais pas s'il est déterminé c'est ce que j'allais dire. Comme on sait que celui-ci est déterminé, va pousser moins haut, mettons-le sur le devant. Oui. Je le trouve beau. Je n'ai pas tant besoin de le plier, de le forcer. Donc, je le mettrais directement comme ça. Oui. Et puis, on se rappelle qu'il faut toujours bien arroser notre sol lorsqu'on a terminé, parce que là, on vient de prendre des plants qui étaient chouchoutés à l'intérieur, auxquels on prenait grand soin, puis on les met à l'extérieur. Ils sont soumis au vent, ils sont soumis à la chaleur qui est plus extrême. Donc, il faut les arroser comme il faut. À ce moment-ci, ils ne sont pas encore ancrés au sol pour que leurs racines soient capables d'aller chercher cette nourriture-là. Exactement. Puis, je mettrais donc le dernier ici des plants de tomates, si tu me permets. Oui. Juste ici. Puis là, celui-ci, même exercice, je pense que c'est quelqu'un qui t'a donné ça. Les plants ont perdu leur tige, c'est pas grave. À chaque endroit où il y avait une tige, il y a des cellules indéterminées qui vont faire en sorte que la plante va être capable de repartir ce dont elle a besoin. Dans ce cas-ci, elle aurait besoin peut-être de plus de racines ou de faire des feuilles de plus. C'est elle qui déterminera selon ses besoins. Je fais le même exercice, à peu près la même hauteur que ma motte. Je veux la mettre un peu plus profonde, celle-ci, parce que j'ai envie d'aller rechercher là, ce premier œil-là pour voir si elle ne va pas me permettre d'avoir plus de racines puis donner plus d'énergie à ma plante. Exactement. Donc là, ici, j'aurais 3 grosses plantes qui vont avoir besoin de tout cet espace-là. Je ne veux pas en mettre davantage, à moins que je vienne ajouter, par exemple, des petits plants d'un couvre-sol. Ça pourrait être un couvre-sol qui ne viendra pas gêner. Il y a des petits chrysanthèmes ou un thym. Oui, bien, c'est ce que j'étais pour te proposer. Voilà. Ici, j'ai un thym citron. Donc, là, à ce moment-là, on ne se gêne pas parce que le plant, il supporte très bien l'ombrage. Oui. Il va même être plus heureux parce qu'il va avoir plus d'humidité, puis il est susceptible de sécher quand il n'y en a pas. Et puis, la plante, elle, va apprécier aussi parce que le plant est à nu ici, là, donc les rayons du soleil sont condensés. Si je viens lui mettre un peu d'ombrage, la plante souffre moins d'avoir trop de soleil. Exactement. Fait que je pourrais ici venir le placer, puis encore là, je m'assure que mon collet, je vais faire ça comme il faut, là, que mon collet arrive à peu près au même endroit que mon sol, parce que je ne veux pas le perturber. Il était dans une situation, dans un environnement, puis je veux lui reproduire à peu près la même chose pour qu'il se sente tout de suite à l'aise de pousser plutôt que de devoir revisiter son environnement pour grandir. C'était lui, hein, cerise? Oui, absolument. Fait qu'on a un plant de tomates cerises, un plant de tomates jaunes et un plant de tomates roses. Exactement. Ouais. Puis certaines fleurs, tu disais, bien, elles ne sont pas là comme des répulsifs, mais c'est intéressant parce que la fleur se mange aussi. Oui, oui. Donc, on peut, par exemple, la pétunia. La pétunia. On peut manger la fleur, la consommer dans nos salades, par exemple. Vous avez une belle laitue, vous avez rajouté des tomates, des concombres. Ajoutez-vous quelques fleurs de la plante en même temps, puis vous allez voir, ça rehausse. Mais en plus pour l'œil, parce que c'est très joli. Oui. Ça donne un côté visuel intéressant qui fait qu'on a le plus encore envie de la manger, cette fameuse salade. Donc, c'est intéressant de la mettre pour toutes ces raisons. Le pétunia ne vient pas très haut non plus, fait que c'est aussi une plante qui, comme couvre-sol, qui va couvrir la base des plants puis qui va la protéger des rayons excessifs du soleil. Exactement. Donc, pour les poivrons, de la même façon que pour les tomates, on est dans des plants qui vivent dans des pays chauds s'ils sont confrontés à des températures qui ne leur sont pas adéquate, on n'aura pas de belle production. Puis l'autre chose, c'est que comme la tomate, c'est un gros fruit qui va sortir de ce plant-là, qui va demander énormément d'énergie. Donc, si je ne lui donne pas les conditions gagnantes, je vais avoir beaucoup de végétation, mais je n'aurai pas de poivrons à manger. C'est dommage d'avoir mis tous ces efforts pour ça.
Et si ça arrive, surtout n'hésitez pas à recommencer parce que c'est une expérience jardiner, puis c'est à force de le faire qu'on comprend les trucs. Donc, si vous avez manqué votre coup l'année dernière, essayez-le différemment cette année. Oui, puis simplement. Tu sais, moi, j'ai pas de cours en agriculture, mais j'aime beaucoup le jardin. Fait que il y a beaucoup d'expériences que j'ai faites. On parle beaucoup de zénitude aussi, hein? On parle que le jardin peut venir calmer. La le nature. fait de toucher la terre, d'avoir un toucher textile. Le fait aussi de faire quelque chose de physique plutôt que de mental. Des fois, on a un travail un toucher physique. tactile, hein? Pas textile. J'ai dit textile. Un toucher tactile, merci du changement. Fait que ça nous permet d'avoir... tu sais, si on fait un travail, par exemple, qui nécessite beaucoup de notre cérébral, là, bien, se mettre les mains dans la terre, c'est une belle façon de venir faire le zen, de venir faire la paix, de se rééquilibrer. Évidemment, quand on parle des plants de poivrons, c'est des plants et des plants de tomates ou les plants d'aubergines. Les plants de tomates, ce sont des plants qui nécessitent de la lumière. Ouais. Si je les mets à l'ombre, j'aurai un plant. Le plant va pousser, mais je n'aurai pas une belle grosse production. C'est-à-dire qu'un plant de poivron peut normalement me donner 2, 3, puis même j'ai déjà vu 4, 5 poivrons quand le sol est bien enrichi puis qu'il y a une belle vie biologique. Facilement. Cependant, si on est dans un espace trop ombragé puis que la lumière n'est pas suffisante, malheureusement, peut-être qu'on aura un petit poivron, peut-être 2, mais ils ne se rendront pas à maturité aussi rapidement. Puis le sucre aussi, il faut réfléchir à ça. Le soleil permet aux plantes d'accumuler leur sucre, puis c'est ce sucre-là qui va donner tout le goût à l'aliment. Fait que si je veux avoir le meilleur goût possible, je dois le mettre dans les conditions qui sont prévues pour le plant. Exactement. Lorsqu'on parle d'un plant de ciboulette, par exemple, c'est un plant qui est intéressant parce qu'il va supporter l'ombre sans aucun problème. Puis je peux le mettre également au soleil, à la lumière, puis il va l'accepter aussi. Ouais. Puis je peux me nourrir de sa feuille, mais je peux aussi me nourrir de sa fleur. Oui. Puis c'est un vivace qui va revenir année après année. Je pense que c'est une des premières fines herbes qui arrive au printemps. Absolument. La ciboulette, là, ça nous donne un petit avant-goût de l'été. Absolument. Puis on peut aussi en garder dans la maison pendant la saison d'hiver. On peut rentrer nos plants qu'on avait mis en pot, puis les mettre devant une fenêtre. On n'aura pas le même résultat qu'à l'extérieur. C'est pas le soleil, puis c'est pas la température des tropiques. Ouais. Cependant, jusqu'au mois de décembre, il est fort probable que je sois capable de couper du basilic, que je sois capable de couper de la ciboulette, de l'estragon sans aucun problème sur mes plants. Puis ça va arriver même si mon ensoleillement est bon, que je vais pouvoir dépasser la période des fêtes. Quand on a des plants comme celui-ci, la ciboulette, là, ce sont des vivaces. C'est des plants qui vont revenir année après année, comme je disais tout à l'heure. Lorsqu'ils sont gros, rien ne nous empêche de les séparer comme on le ferait pour les mérocales ou le stock. Ben oui. On sépare nos vivaces pour, de un, les rajeunir. Oui. Lorsqu'on stresse une plante un peu comme ça, ça lui donne un boost d'énergie à se mettre tout d'un coup à produire davantage. Puis, en plus de ça, donc on rajeunit le plant. Mais en plus de ça, c'est qu'on comble des espaces supplémentaires. Oui. Ou on se fait des amis. Ou on se fait des amis. Parce qu'il faut toujours réfléchir au sol en se disant qu'on ne veut pas l'avoir ami. Même les espaces qui vont entourer mes plants, là, ce seront des endroits où la chaleur va vraiment taper fort, puis éventuellement, la vie biologique qui se trouve au sol, les vers de terre, les petits insectes, les micro-organismes, eux, ils vont mourir comme sous l'effet de la chaleur, là, comme un four à micro-ondes. Donc, plus on a de plants dans notre bac, dans nos pots, en fonction de la grosseur, de leur enracinement. Puis on est sûr qu'on ne laisse pas de sol à nu, que les rayons ne viennent pas détruire la vie biologique de nos plants. Alors, ce qu'on parlait tantôt, c'est que moi, à la maison, j'aurais tendance à pailler, c'est-à-dire à mettre de la paille hachée finement dans les petits bacs. Dans les jardins en sol, ça peut être plus grossier, c'est pas très grave. Absolument. Mais pour éviter justement que ma terre perde trop d'humidité, puis que ma vie biologique là, demeure intéressante, vivante. On pourrait le faire aussi avec nos feuilles avec nos feuilles d'automne. On est porté à ramasser tout ça puis acheter tout ça, mais si vous... ça sert de pays. Ça sert de pays.
C'est un pays qui va se biodégrader, qui va être facilement accessible pour la vie biologique. C'est ça. Contrairement au pays de cèdre, qu'on essaie d'éviter dans tout ce qui est produit consommable, parce que le pays de cèdre va venir acidifier le sol. Oui. Tout à l'heure, on disait que lorsque le pH est trop acide, les plantes n'ont pas accès aux vitamines puis aux minéraux dont ils ont besoin. Donc, on a tout avantage à ne pas l'acidifier régulièrement en remettant du paillis de cèdre toujours dessus. Puis aussi, le paillis de cèdre, bien, de la façon qu'il est fabriqué, c'est pas écologique. Bien, d'autant plus si on le prend teinté. Et voilà. Donc, on ne veut pas nécessairement ce genre de produit-là. Esthétique, c'est très joli, mais lorsqu'on pense à potager, on y va pour la santé. Donc, si on n'est pas pour le couvrir avec une paille, par exemple, au Serre de l'Éden, je les nomme encore, ils ont un gros bac, des gros ballots là-bas de paille. On peut acheter de la paille biologique qui ne sera pas parsemée de semences. Bien, ça, pour des endroits comme celui-ci, en bac ou en pot, là, ça peut être très intéressant. Si on n'a pas accès à de la paille ou si on ne veut pas mettre ce coût-là sur de la paille, une autre bonne façon, c'est de faire des semences de couvre-sol au travers, de mettre des plantes vivaces de couvre-sol comme le thym. Ici, tu l'as mis là, mon thym? J'ai mis où le thym? OK, il me semblait. Oregano. Ça, c'est techniquement du romarin. Merci beaucoup. On ne fait pas tout dans la vie, on apprend tous les jours. Donc, le thym, c'est un couvre-sol vivace qui revient année après année. Malheureusement, il arrive que nos climats soient un peu trop froids puis qu'on perde du thym et qu'il faille en remettre à nouveau. Mais c'est une belle solution pour couvrir le sol. Près de la maison, moi, j'ai pas semé du gazon. Là. Il y a une partie que j'ai mis en thym et en trèfle. Et voilà. Puis quand on marche là-dessus, ça sent c'est intéressant. Les fraises sauvages, c'est un autre bel exemple. L'achillée millefeuille, qui est une plante qui peut pousser en hauteur, qui va faire une belle fleur, mais lorsqu'on la tond, elle va rester toujours à la même hauteur. Puis c'est agréable à marcher. C'est agréable à marcher. Ça permet d'avoir de la biodiversité dans le sol. Plus il y a de biodiversité végétale, plus il y a de biodiversité dans le sol. On permet à plus d'organismes de s'établir. Donc, on a tout avantage à avoir des couvre-sols si on ne veut pas installer de paillis. Tu sais, parfois, en bac, les paillis, c'est plus facile que d'essayer d'avoir des couvre-sols qui vont prendre tout l'espace. Mais c'est à voir. C'est quelque chose qu'on doit réfléchir. Oui. Puis en ayant des couvre-sols, certains d'entre eux sont très intéressants, comme le trèfle, par exemple, parce que leurs racines font des nodules. Est-ce que tu as déjà entendu? Ben oui, ben c'est tout. Moi, le trèfle, je l'utilise comme couvre-sol, mais j'en sème dans mon jardin à la fin de l'automne, à la fin de l'été, pour que ton sol soit bien couvert. C'est ça, mon sol soit bien couvert. Fait que j'utilise soit ça, soit du sarrasin aussi. Je fais la même chose avec le sarrasin. Absolument, le sarrasin, c'est joli. Ça fait en plus de jolies fleurs blanches. Oui, l'avantage de ces plantes-là, c'est qu'elles ne passent pas l'hiver. Donc, pendant l'hiver, elles vont mourir. Cependant, avec leurs racines, le trèfle entre autres, qui fait des nodules. Qu'est-ce que c'est les nodules? Ce sont des organismes qui se symbiosent avec les racines qui vont accumuler en petites boules de l'énergie. Cette énergie-là, elle ne sera pas disponible cette année. Mais quand ma plante va mourir, elle sera au sol parce que c'est dans les racines. C'est ça. Et l'an prochain, lorsque je mettrai, par exemple, mon plant de tomate à cet endroit-là, déjà dans le sol, je sais, je peux compter sur une réserve de minéraux. Oui. Ça, c'est la partie qui est très intéressante. L'azote en particulier. L'azote en particulier, qui est un gaz qui est difficile d'y avoir accès. Mais là, on gagne. On fait une réserve pour l'année suivante. Donc, si on fait, par exemple, comme tu l'as fait, un plein sol ou des bacs, des grands bacs, et qu'on a terminé nos récoltes, il ne reste plus rien à part quelques fines herbes, bien, on met un trèfle, par exemple un trèfle blanc, qui va venir remplir l'espace, qui va s'assurer que le sol n'est pas à nu, les rayons ne viennent pas taper sur le sol, puis tuer la vie biologique. Donner une réserve de nourriture en plus de ça pour l'année suivante. Puis le trèfle, comme le sarrasin, comme les haricots aussi, quand on fait la rotation des sols, les pois, toutes les légumineuses en fait. Mais le sarrasin puis le trèfle, ce qui est bien intéressant, c'est que l'automne, moi, je sème ça à la volée. Oui. Tu sais, je prends mes grains, là, puis je passe mon râteau dedans, puis c'est tout. Là. Ça prend 5 minutes. C'est vraiment pas long à semer. Puis même si les rangs sont pas parfaits, on s'en fiche éperdument parce que le but, c'est de couvrir le sol. Exactement. Puis de s'assurer que l'énergie reste là. Parce que aussi, il faut réfléchir que notre sol à nu, lorsque les racines, on les a enlevées parce qu'on a enlevé les plants, on a récolté,
s'il neige, s'il pleut, les intempéries vont faire qu'il peut y avoir du lessivage. Je vais perdre la belle qualité de terre que je viens de dépenser. J'ai mis des sous là, pour mettre une belle qualité de terre. Je l'ai entretenue pour que ma vie biologique soit bonne. Je ne veux pas perdre cette belle qualité de terre-là. Donc, je vais m'assurer en gardant des racines dans le sol que mon sol reste à l'endroit où il est, même si un grand vent passe, même si la neige fait qu'il y a du lessivage, je vais garder mes éléments. Et voilà! On a fait un bon travail. As-tu vu si c'est beau? On voit qu'il y a encore beaucoup d'espace. On est très tôt dans la saison. Bien, tu sais, mon poivron va venir au moins gros comme ça. Fait que je peux pas rien mettre ici. Mon autre poivron va venir gros comme ça. Fait que je peux pas tant rien mettre ici. Ici, je pourrais mettre quelque chose qui bat. Ce serait bon. On pourrait mettre une chrysanthème, une autre fleur. Une autre fleur. Ou d'autres thym qui viendraient l'enrober. Et oui, de toute façon, le thym aime autant l'ombre. Il va être bien, même s'il est recouvert sous la plante. C'est ça. Puis ça permet encore là, comme je le disais tout à l'heure, que le printemps prochain, la vie biologique ait une nourriture rapidement puisque c'est une vivace. Donc, elle a accès à l'énergie qui se trouve alentour de la plante, aux racines, immédiatement, pas au moment où on remettrait des plants dans le bac. Oui. Alors, ceci étant fait, il nous reste juste un bon arrosage à faire pour que ce soit vraiment... Puis là, quand je vous dis un bon arrosage, c'est un bon arrosage. Moi, je voulais qu'on parle de ces petits trucs-là ici. Hein? Parce que ça peut être un sauve. Bien, ça peut nous aider, en tout cas. Ça peut nous aider, en tout cas. Fait que ça, c'est des... j'ai 2 différents modèles. Un modèle qui fait juste mettre dessus la bouteille comme ça. Et quand on le vire à l'envers, le petit gobelet se remplit d'eau et c'est un goutte à goutte qui va tomber ici par percolation parce qu'il y a comme un petit... Ça va faire en sorte que l'eau va aller en profondeur. En profondeur, c'est ça. Puis là, ça s'ajuste le nombre de gouttes qu'on veut. Fait que je vais le planter tout près d'une plante comme ça. Hop là, et je le laisse comme ça. Bien, ça va donner de l'eau à ta racine directement. Oui. Souvent, lorsqu'on arrose, on arrose un peu partout. On arrose en surface, mais c'est pas nécessairement l'endroit où les besoins sont les plus grands qui reçoivent de l'eau. Avec un système comme celui-ci, c'est intéressant. Oui. Puis ça peut dépanner lorsque vous partez en week-end puis vous n'avez pas d'amis qui viennent arroser vos plants puis que vous savez qu'il y aura une sécheresse. Ou même vous êtes au travail le jour, puis là, ça fait plusieurs journées qu'on est dans les 39-40 degrés. Rien ne vous empêche le matin de mettre une bouteille. Oui. Comme ça, vous allez vous assurer qu'il y aura de l'eau accessible à la plante pendant les grands moments de chaleur. Exactement. Ça, c'est un autre produit que moi, je connaissais. Je ne connaissais pas celui-là. Je le trouve aussi très intéressant. Celui-là, c'est le même modèle qui fonctionne aussi avec le goutte à goutte. Puis comme vous le voyez, toutes les bouteilles... Ah oui, les bouteilles de liqueur, de boissons gazeuses, je devrais dire. Puis souvent, on se dit, bien moi, je recycle, je fais ma part pour l'environnement, mais on voit ici qu'on peut non seulement recycler, mais on peut réutiliser des matières, leur donner une nouvelle vie. Puis de cette façon-là, bien, on vient d'aider la planète parce que ce sont des matériaux qu'on réutilise au lieu de les jeter directement au rebut. Si on a aussi des pleines terres comme des arbres ou des arbustes, on disait tout à l'heure que certaines journées du printemps, même si on a fait le maximum, sont très, très chaudes. Bien, je pourrais mettre un 2 litres de Pepsi à la base de mon plant de bleuet, par exemple. Puis comme ça, je m'assurerais là, au moment de l'implantation de ces plants-là. Oui, tout à fait. Évidemment, plus dans mon bac, je vais ajouter de vivaces, plus mon sol va être couvert à l'année, plus je vais avoir d'humidité, moins j'aurai besoin d'avoir accès à ces choses-là. Et plus mon bac va être en culture et que je vais l'avoir dorloté en lui donnant des éléments, plus la vie biologique à l'intérieur va être présente, puis j'aurai des alliés qui vont venir m'aider à faire de meilleures productions. Exactement. C'est les joies de la culture en bac et en plein sol. Merci d'ailleurs à Moisson Mascoutaine d'avoir accepté d'avoir une forêt nourricière sur leur terrain pour les citoyens des environs. On espère la terminer, la phase 2, cette année. Oui, parce que ça se fait pas... permettre aux gens du secteur d'avoir accès à des denrées fraîches, ça, surtout venez voir. Si les denrées ne sont pas utilisées par les gens du secteur, bien, on va récolter puis ça sera... pour les gens dans le besoin ou pour les cuisines collectives aussi. Là, exactement. De toute façon, c'est de la nourriture qui ne sera pas perdue. Oh, ça, c'est sûr. C'est ça. C'est ça. Et merci. Merci, Marie-Josée.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.